C'est de rien attendre. Ce que je cherche, c'est certainement un peu plus de compréhension, parce qu'on est un peu dans l'incompréhension forcément quand on vit un événement de ce type-là. Bon, là on est bientôt à 6 ans de cet attentat, donc le temps passe, mais voilà, on a besoin de comprendre un peu plus ce qui nous est arrivé, et puis on a besoin de passer à autre chose. Alors on voit ce procès comme une étape. Voilà. Et ce procès vient donc de s'ouvrir à Paris ce mercredi à la mi-journée. C'est le procès hors norme des attentats du 13 novembre 2015. Bonjour Paul Gonzalez. Bonjour Vincent. Vous couvrez la justice au service société du Figaro. Salah Abdeslam, qui est l'un des principaux accusés, a parlé, c'est ce qu'on a guetté, c'est ce qu'il faut retenir de cette première journée. Qu'est-ce qu'il a dit précisément ? Eh bien, finalement, il n'a pas dit davantage de ce qu'il a pu dire lors de son précédent procès en Belgique en 2018. Il a commencé par une profession de foi très classique pour un militant. Un acte de prosélytisme avant même de répondre aux questions du juge. Absolument, comme il l'avait fait d'ailleurs au moment de son procès en Belgique, quasiment mot pour mot. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a rappelé ensuite, ultérieurement, qu'il était toujours un combattant de l'État islamique. Ça, c'est quand on lui demande quels sont les noms de votre père et de votre mère. Il répond, il n'est pas question du nom de votre père. Je suis d'abord et avant tout un combattant de l'État islamique. Oui, c'est aussi quand on lui demande de ses fonctions ou sa profession, où il dit « j'ai tout abandonné pour être un combattant de l'État islamique ». Donc il refait en quelque sorte allégeance à l'État islamique. Et ensuite, il y a cette question d'identité que je trouve très intéressante, de dire mon père et ma mère n'ont rien à voir. Est-ce que c'est une façon de renoncer à une filiation, à sa propre filiation, ou est-ce au contraire une façon de les mettre à l'écart et finalement de les protéger? Vous êtes penché justement sur la nouvelle vie de Salah Abdeslam en prison, en isolement total à Fleury-Mérogis. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette prise de parole ? Dans la prise de parole pendant le procès, finalement, je ne suis pas trop étonnée, si vous voulez, parce que ce que disent les surveillants qui l'entourent, c'est que quand même depuis 2-3 ans, il parle un peu davantage, enfin il est quand même sorti de son mutisme, il commence à avoir une conversation avec les gardiens, bon, pour des choses minimes, pour ses repas, ses cantines, mais c'est plus l'homme mutique qu'on a connu quand il est arrivé en détention au lendemain des attentats. La seconde chose, c'est que, bon, c'est assez peu dit, mais même en étant à l'isolement, c'est pas complètement étanche. Donc, il a sans doute échangé, ou il échange pendant sa détention avec sans doute ses co-détenus, même si c'est très restreint et qu'il est absolument filmé et entendu. Donc finalement, bon, dans ce qu'il a dit là aujourd'hui, je ne suis pas certaine que ça soit très... c'est représentatif de ce qu'il est, mais peut-être pas de sa stratégie à venir. Il peut demain retomber dans le mutisme et ne plus parler. Quand bien même il retomberait dans le mutisme, ou quand bien même il n'y retomberait pas, dans sa réponse quand même, on voit quelqu'un qui a plutôt ce qu'on appelle en stratégie judiciaire une stratégie de rupture. Il ne cherche pas à coopérer avec le tribunal, ou il cherche plutôt la rupture ou l'affrontement avec le tribunal. Absolument, et d'ailleurs, il n'est pas le seul. C'est que souvent, dans les procès terroristes, on peut voir cette stratégie de la rupture. On l'a vu avec l'affaire Glam, on l'a vu avec l'affaire du Thalys. Avant, on l'avait vu avec Carlos, qui a pratiqué la stratégie de la rupture également, soit on utilise cette stratégie en faisant des déclarations et des incantations, où on se mure dans le silence. Mais de toute façon, dans les procès terreaux, habituellement, il y a toujours quand même, enfin c'est rare qu'il y ait la volonté de collaborer, comme vous dites, avec la justice. Je crois qu'on est bien au-delà de ça, et pour la bonne raison que, de toute façon, quand on est terroriste, c'est un refus des institutions, et quoi de plus représentatif des institutions que la justice. Quelles que soient les causes terroristes
d'ailleurs, quelles que soient les causes que les terroristes poursuivent, c'est une stratégie qui est fréquente dans les procès terroristes. Vous êtes en train de nous dire. Que recherche, ceci dit, Salah Abdeslam dans cette éventuelle stratégie de rupture? Quel est l'enjeu pour lui au cours de ce procès? Alors, on y pense tous. Hein. Salah Abdeslam, c'est le seul qui s'est pas fait, qui est pas martyr, hein, qui s'est pas fait exploser, contrairement aux autres, qui n'est pas mort. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il a quand même une allégeance de plus, si je puis dire, à revendiquer du fait qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout de son acte. Hein. Et quand on le voit dire « je suis toujours combattant de l'État islamique », il y a un sous-texte derrière qui nous dit ça, hein, qui nous dit je n'ai pas trahi, parce que finalement... Je ne suis pas un lâche. Et je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. C'est la suspicion qui pèse sur Salah Abdeslam. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi lui, quels sont les chefs de mise en examen qui pèsent à son encontre? Pourquoi est-il exactement poursuivi? Il est poursuivi pour fait de terrorisme, et organisation d'actes terroristes proprement dit. Son rôle, ça a été à la fois d'avoir pris part à la préparation et à l'exécution de l'attaque. Mais même là, en tout cas, c'est ce pourquoi il est poursuivi. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que s'il y a il y a quelques zones d'ombre dans ce procès, et je pense que le rôle exact de Salah Abdeslam dans cet attentat reste une zone d'ombre, parce que finalement, on le retrouve là où il n'aurait pas dû être. Lui dit, en gros, j'étais en perdition, je sais pas trop où j'étais, etc. En même temps, on trouve dans sa documentation la possibilité d'un attentat dans le 18e, dans le métro, où également il s'est rendu. Donc en fait, lui-même est une grande zone d'ombre du procès V13. Hein. Quels sont les autres enseignements de cette première journée pour vous? Alors, moi, je trouve que ce qui est très émouvant, hein, et ce qui me marque, c'est ce qu'a pu dire le président d'audience, d'entrée de jeu, en évoquant la nécessité de mener ce procès en toute humilité. Donc je trouve que c'est assez rare, hein, d'avoir comme ça une audience qui commence en disant qu'on va mener un procès en étant humble par rapport à tout ça, dans la dignité aussi. Il y a aussi l'idée le rappel qu'on est dans un procès aussi historique, et plus encore, je pense, il y a cette idée de vouloir rendre la justice, c'est-à-dire de pouvoir permettre, et c'est ce que dit le président au cours de cette première audience, de pouvoir permettre à chacun de s'exprimer et de véritablement juger à partir de charges, à partir de faits, donc d'être dans l'exercice démocratique de la justice. AMK nous demande, Olivia Ronen a été officiellement désignée comme l'avocate de Salah Abdeslam. Est-ce qu'on connaît les raisons de ce choix ? Alors, c'est lui qui l'a choisi. Hein. Précédemment, il avait retoqué ses deux avocats. Et puis, il a découvert Olivia Ronen dans une émission de télé, je crois même de M6, où elle intervenait, rappelant qu'elle avait déjà été avocate de jeunes radicalisés, mais aussi de militants d'extrême droite. Et c'est lui qui l'a contacté. Il y a une polémique d'ailleurs sur ce point, Paul, puisqu'on a appris que les avocats de la défense devront être payés par une partie des honoraires des avocats des parties civiles, ce qui a soulevé l'indignation de certaines d'entre elles, de ces parties civiles. Pourquoi ce choix ? Où en est-on de cette polémique ? La polémique, elle perdurera peut-être. Maintenant, je crois que c'est très très clair
que ça soit du côté de la chancellerie et surtout de l'ordre et du barreau de Paris, c'est que, et d'ailleurs, quand on évoque les propos du président Pires à cette audience, il le dit, il faut un procès équitable. Un procès équitable, ça veut dire qu'il doit y avoir une défense digne de ce nom qui peut faire son travail avec des vrais droits de la défense, des parties civiles qui sont représentées et qui s'expriment. Or, si vous voulez, la particularité des avocats de la défense, contrairement à ceux des parties civiles, c'est qu'eux siègent en permanence. Ils vont siéger pendant 9 mois, tous les jours, enfin 4 jours par semaine à ce procès, que ça va leur prendre un temps infini et qu'ils sont payés sur l'aide juridictionnelle. Autrement dit, Oui, tandis que les avocats des parties civiles ne sont pas forcément toujours là. Alors voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, 1800 en fait, parties civiles. 1800 parties civiles, vous êtes là quand vous devez prendre la parole. Mais, donc vous pouvez continuer à avoir un cabinet à côté et puis à faire votre travail, vous n'en mourrez pas, quoi. Côté défense, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous êtes immobilisé pendant 9 mois avec un seul client. Donc je crois que d'abord il y a 2 choses. Alors il y a ça, en sachant que tout ce procès est financé par l'aide juridictionnelle, par l'État. Et c'est vrai qu'au départ, la chancellerie ne souhaitait pas totalement, entièrement financer les avocats de la défense. Et comme le barreau de Paris souhaitait qu'on soit dans un procès absolument équitable où tout le monde puisse exercer ses droits, eh bien, et c'est prévu dans le règlement du barreau de Paris, enfin c'est prévu par la loi et c'est prévu par une annexe du règlement, c'est l'annexe 9, la possibilité pour que ces droits s'exercent, que une partie de la rémunération de la partie adverse permette de financer l'autre partie. Et c'est ce qui se passe. Alors, entre-temps, la chancellerie a accepté d'augmenter cette aide juridictionnelle, ce qui fait que les avocats de la partie civile vont contribuer moins lourdement, 5% au lieu de 10%, mais voilà. Donc c'est l'idée, vous voyez, du procès équitable et que les droits de la défense puissent s'exercer. C'est une pratique qui est prévue par la loi, c'est une pratique qui est prévue par le barreau de Paris. Est-ce que c'est une pratique qui est fréquente ? Non, parce qu'on a rarement été dans cette problématique d'un procès qui dure aussi longtemps, 9 mois, qui est calculé en fonction de demi-journée, mais on sait que les avocats vont être là dès le matin pour voir leurs clients. Donc en fait, ils sont présents dès le matin, donc ils sont payés sur une demi-journée par l'aide juridictionnelle, mais en fait beaucoup plus. Voilà, c'est un procès hors norme, c'est un financement hors norme également de la défense. Alors, parmi les traits de caractéristiques qui font que ce procès est hors norme, c'est sa longueur. Pourquoi le procès est si long ? Alors, déjà parce que vous avez énormément de parties civiles. Vous avez 1800 parties civiles inscrites aujourd'hui, avec la possibilité qu'il y en ait 700 et 800 de plus s'inscrivant en cours de procès. Je pense que c'est un procès extrêmement complexe parce qu'on n'a pas une unité de lieu dans ces attentats. On a plusieurs attentats en fait dans un même procès en quelque sorte. Il y a le Stade de France, il y a les terrasses, il y a le Bataclan. Donc c'est une procédure qui est extrêmement longue. En tout, ça fait 1 million de pages, ça fait 540 tomes. C'est le plus gros appareil que l'on puisse avoir. Donc cette multiplicité des attentats, en quelque sorte, cette multiplicité des parties civiles, des blessés, c'est l'attentat qui a fait le plus de victimes aussi, nécessite un temps extrêmement long. Quels vont être les moments clés et les moments forts ? Alors, les moments clés vont intervenir déjà à la fin septembre, quand on va avoir les premiers témoignages de victimes. Mais vous voyez, ça vient extrêmement tard. Donc pourquoi ? Parce qu'on va faire beaucoup de procédures auparavant. Là, par donc exemple, là, toute la partie qui commence maintenant jusqu'à fin septembre, c'est de la procédure. C'est quasiment, c'est essentiellement de la procédure. On va commencer à s'intéresser à la personnalité des accusés qu'à la mi-novembre. Donc vous voyez que ça prend du temps. Donc là, ça sera aussi un temps fort. En même temps qu'il y aura cette présentation des accusés, il y aura aussi des témoignages de leur famille. Donc je pense que ça
Ça va être aussi un moment clé. Et puis après, on va aussi avoir les témoignages de policiers, d'hommes politiques, puisque François Hollande va intervenir, l'ancien ministre de l'Intérieur également. Voilà, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ces moments forts sont dispatchés, ne vont pas se concentrer sur une partie du procès, mais ça va aller et venir, puisque la volonté du président Pires, quand il a organisé cette audience, est de faire des allers-retours justement entre les moments, la chronologie, si vous voulez, de ces attentats. Qu'est-ce que vous, personnellement, qui devez être penché sur ces procès, sur leur préparation, les avez racontés aux lecteurs du Figaro, qu'est-ce que vous allez guetter? Moi, je pense que ce qui va être malgré tout intéressant, quoi qu'on en dise, c'est... enfin, je crois qu'il y a deux choses. C'est d'abord de découvrir comment, en fait, fonctionnait l'EI, Daesh. Comment progressivement, au fil des années, ils se sont professionnalisés. Comment ils ont essayé beaucoup de choses avant d'arriver à cet attentat terrifiant, ce qu'ils ont raté, et ensuite comment ils ont réagi. Donc voir en gros comment ces gens-là se sont professionnalisés, je crois que c'est très important. Je reste quand même curieuse, moi personnellement, de la trajectoire des accusés. Je crois que ça, quand on s'intéresse un peu à cette question, ça reste toujours mystérieux, ce passage à l'acte et comment on va dans cet engagement jusqu'au boutiste. Il faut quand même voir que ces gens, avant d'arriver en France pour commettre leurs exactions, ont prêté allégeance, ont expliqué ce qu'ils allaient faire, et pour accompagner ces déclarations, ont quand même commis face caméra des exactions épouvantables. Eh bien, on va suivre ça avec vous. Merci beaucoup, Paul Gonzalez. Peut-être une toute dernière réponse, avec une question et une réponse rapide. Pourquoi n'y a-t-il pas de jury populaire lors de ce procès? Alors, le terrorisme, c'est très spécifique. On a peur d'une émotion particulière et donc on voudrait, entre guillemets, rationaliser en ne mettant que des magistrats professionnels, c'est ça? Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et là, on nous demande qui paye la défense de Salah Abdeslam. Eh bien, on a répondu avec une partie de l'aide juridictionnelle et une autre partie, selon la demande de l'ordre du barreau de Paris, eh bien, une partie des honoraires des avocats des parties civiles. Merci beaucoup, Paul Gonzalez. Vos articles, bien sûr, sont à retrouver dans le chat et sur le site du Figaro. Le procès des attentats du 13 novembre est à suivre minute par minute dans le live texte du Figaro avec les comptes rendus de nos envoyés spéciaux. Et vous pouvez retrouver aussi le live vidéo dans lequel nous avons fait vivre l'ouverture du procès en milieu de journée.